Je vais donc vous présenter notre conférencier, mais vous le connaissez déjà, c'est Jean-Pierre Luminet, qui a écrit non seulement ce livre sur la discorde céleste, mais aussi, c'est d'abord le deuxième d'une série, Le secret de Copernic, mais tu le diras mieux que moi, il y a aussi le bâton d'Euclide. Et puis tu ne t'adresses pas seulement au public, mais également continue des recherches très actives en cosmologie, puisque tu travailles à l'Observatoire de Meudon, au département du LUT. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver LUT, ce que ça veut dire. Ça veut dire laboratoire, univers, je pense, théorie, et H. Théorie, le TH. Théorie, ah oui, oui, c'est comme le prénom de ma fille, théorie, mais c'est ça. C'est pas théorie ésotérique. Non, d'accord. Donc, travaille au LUT. Et entre autres choses, eh bien, entre autres ouvrages, d'abord des sujets d'études, bien sûr, c'est l'univers, la cosmologie, la structure, la topologie, en particulier. Donc, il a fait partager ses recherches en écrivant ce livre, L'univers chiffonné, que je suis sûr, bon nombre d'entre vous l'ont lu. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, faites-le. Et puis, mais il s'est fait connaître particulièrement par du grand public par son livre sur les trous noirs, réactualisé et avec une vision beaucoup plus large depuis déjà 2 ans. Je livre maintenant, 2006, Le destin de l'univers. On y retrouve les trous noirs et toutes sortes d'objets exotiques. Voilà, Jean-Pierre, je suis désolé de ne pas rester plus longtemps, mais je suis sûr que ce sera une très belle conférence. Merci, Daniel. Voilà, donc bonsoir à vous. Je me réjouis de vous voir toujours aussi nombreux. Je suis également heureux que chaque année, au mois de juin, ça devient presque une tradition, je viens de faire cette séance donc à l'IAP. Et donc merci à la direction de l'IAP et puis évidemment aux organisateurs de tout cela, Daniel, Jean et tous les autres, de me permettre de vous exposer mes différents sujets d'intérêt. Alors, il y a 2 ans, c'était, je crois, l'univers chiffonné. L'année dernière, c'était le destin de l'univers, les trous noirs. Voilà, donc cette année, avec les bâtisseurs du ciel, on va changer un peu de registre. Encore que. Il puisse y avoir des ponts avec ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous raconter une histoire. Donc, en principe, ça rentrera dans la catégorie des faciles et non pas des pointus. Puisque je vous raconte des histoires au sens noble du terme, j'entends. Voilà. En fait, au cours des XVIe et du XVIIe siècle, une poignée de mathématiciens et astronomes ont changé en fait de fond en comble notre façon de penser le monde, tel qu'en tout cas l'avaient conçu depuis longtemps les Grecs, depuis Aristote et Ptolémée. Voilà. Donc il s'agit bien entendu en fait de cette période de 150 ans qui commence avec Copernic et qui se couronne avec Newton en passant par ces étapes essentielles que sont Tycho Brahe, Kepler et Galilée. Voilà. Alors sans oublier évidemment quelques personnages secondaires mais néanmoins clés dans toute cette histoire qui brillent moins fortement au panthéon de l'histoire de l'astronomie, mais les Rhéticus, les Michael Mestlin et quelques autres jouent également un rôle fondamental dans cette histoire. Giordano Bruno et René Descartes, pour sa partie cosmologique, bien entendu, sont des échelons essentiels dans cette grande quête, ce qu'on appelle donc en fait la révolution scientifique de cette époque-là, la nouvelle astronomie, le passage du monde clos à l'univers infini. Alors en fait, parce que leur découverte extraordinaire éclipse souvent en fait les péripéties de leur existence, eh bien on ignore souvent que ces bâtisseurs du ciel ont aussi été des personnages vraiment d'exception, des caractères évidemment extrêmement forts, pour avoir lutté contre les préjugés de leur temps, à proposer des idées nouvelles. Donc en fait, ce sont de véritables figures romanesques dont la vie fourmille en intrigue, en aventure, en suspense, en coup de théâtre. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, en fait, il y a quelques années, à explorer la voie du roman pour raconter tout cela,
c'est-à-dire donc essayer de donner un peu plus de chair et de sang à ces personnages étonnants en utilisant la narration romanesque, ce qui n'est pas nécessairement très très fréquent quand on fait de la culture et de la vulgarisation scientifique. L'un de mes buts étant évidemment d'essayer d'instruire un peu le lecteur s'il le désire, tout en le divertissant avec quand même des histoires qui sont tout à fait étonnantes. Voilà, donc en fait dans cette série Les bâtisseurs du ciel, j'ai un projet de 4 ouvrages qui se terminera avec Newton. Donc pour aujourd'hui, je vais vous parler simplement des 2 qui sont déjà parus, Copernic et puis la Discorde céleste qui s'occupe de la vie de Tycho Brahe et de la première partie de la vie de Kepler, puisque comme vous le voyez sur les dates, j'arrêterai en fait mon histoire à 1609, c'est-à-dire à la publication par Kepler de l'Astronomie nouvelle, où il utilise les données de Tycho Brahe 8 ans après la mort du grand astronome danois pour accoucher de l'ellipse et transformer complètement notre vision du système solaire. Alors, je ne vous parlerai pas de roman aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire des sciences, bien que je ne sois absolument pas historien des sciences professionnelles, mais vous imaginez que je me suis beaucoup documenté pour écrire ces ouvrages. Alors là, il y a peut-être un point un peu intéressant, c'est que contrairement à la vie de Copernic, et c'était encore pire quand j'avais écrit l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, le bâton d'Euclide, où il y avait quasiment extraordinairement peu de documentation, la vie de Copernic elle-même est très peu documentée, puisque notamment il reste simplement son ouvrage majeur et puis un traité sur la monnaie. Il n'y a quasiment aucune correspondance de Copernic, donc il est difficile de rentrer vraiment dans la peau du personnage, donc l'invention romanesque est plus grande. En revanche, les vies de Tycho Brahe et de Kepler sont extrêmement bien documentées, à la fois à travers les nombreuses et très savantes biographies qui ont été écrites par les historiens des sciences, et surtout à travers leurs propres œuvres, qui est très abondante, et leur correspondance qui analysait et leurs autobiographies, car les 2 ont écrit leur autobiographie, et donc évidemment c'est un matériau de premier choix pour le romancier historien d'essayer un peu de se mettre dans leur peau, d'une certaine façon, pour essayer de voir comment ils s'exprimaient et donc comment ils pensaient. Voilà. Donc, pour commencer cette histoire, je crois qu'il est bon, en fait, de rappeler un petit peu quelles étaient les connaissances et les polémiques donc, sur la nature et l'organisation du cosmos avant de commencer cette histoire, c'est-à-dire au tout début du XVIe siècle. Alors vous savez que la cosmologie d'Aristote, qui avait été perfectionnée sur le plan mathématico-astronomique par Ptolémée, a été en fait aménagée tout au long du Moyen-Âge pour satisfaire aux exigences des théologiens. Alors je vous rappelle donc qu'on est dans un système dit géocentrique, c'est-à-dire dans lequel la Terre est absolument fixe au centre de l'univers. Non seulement elle est au centre, mais elle est fixe, elle ne bouge pas non plus sur elle-même, elle ne tourne pas sur elle-même, c'est l'ensemble de l'univers qui tourne autour d'elle. Alors voici par exemple un diagramme très beau, extrait donc d'un livre du Moyen-Âge, qui illustre donc finalement ce modèle extrêmement hiérarchisé d'un cosmos avec la Terre au centre. Au-dessus de la Terre, alors je vous mets les éléments l'eau, l'air et le feu. On passe à la Lune. Au-dessus de la Lune, il y a Mercure. Au-dessus de Mercure, il y a Vénus. Ensuite, il y a le Soleil, puis Mars, puis Jupiter, puis Saturne. Évidemment, ça s'arrête là pour les planètes. Ce sont les seules planètes visibles à l'œil. Et puis tout ça est clos dans une ultime sphère physique, qui est la sphère des étoiles fixes, puisqu'on suppose, on n'a aucune idée des distances des étoiles, et on suppose qu'elles sont toutes à la même distance de la Terre. Alors qu'est-ce que vous voyez là-dedans? La Terre est au centre, mais tout de même le Soleil occupe une position intéressante. Il est au milieu des planètes. Et alors effectivement, dans cette encyclopédie magnifique, de cet encyclopédiste qui s'appelait Gossuin de Metz, le titre c'est « Le Soleil est le principal et le roi des planètes ». Assis au milieu d'elle. Voilà. Donc on donne quand même une place importante au Soleil qui va éclairer tout cela. Donc voici donc ce fameux système géocentrique. Et puis, comme vous le savez, les théologiens ont rajouté, au-delà du monde matériel et visible, l'empyrée, c'est-à-dire la prétendue demeure des anges et des bienheureux. Alors cette astronomie a été, comme vous le savez, largement perfectionnée pour le besoin de l'astronomie, ce qu'on appelait à l'époque sauver les apparences, c'est-à-dire expliquer les mouvements réels des astres dans le ciel au cours des années et au cours des siècles.
Et donc le couronnement d'une longue série d'efforts par des astronomes de génie vivant à Alexandrie, c'est l'Almageste de Ptolémée, qui donc, je montre ici à gauche le diagramme géocentrique façon baroque, extrait d'un atlas célèbre du XVIIe siècle. Et puis alors, vous voyez à droite un schéma extrait de l'une des éditions de l'Almageste de Ptolémée, dans lequel, évidemment, il commence à y avoir des petites complications géométriques intéressantes. Alors, pourquoi ces complications géométriques? Ça va jouer un rôle clé dans toute la discussion qui suit, vous le savez sans doute, mais je le rappelle. Voilà, c'est en fait lorsque l'on observe les orbites de certaines planètes, notamment la capricieuse planète Mars, qui fera arracher les cheveux à un nombre d'astronomes, on s'aperçoit qu'au cours du temps, en fait, Mars semble aller son trajet normal dans la direction habituelle des planètes, et puis à certaines époques de l'année, il a un mouvement rétrograde. Il revient en arrière, puis il repart en avant en faisant ces fameuses boucles. Là, vous comprenez bien que si on se contente d'un système dans lequel les planètes occupent des orbites, parcourent des orbites parfaitement circulaires autour de la Terre fixe, on ne peut pas expliquer ces apparences, ces boucles. Alors les astronomes de l'Antiquité, qui étaient fort malins, réfléchissent évidemment sur ce problème pour donc sauver les apparences. Et donc, assez tôt, notamment un élève d'Euclide s'appelait Apollonius de Perge, commence à introduire ce qu'on appelle un épicycle, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, les mouvements planétaires sont des compositions de cercles. Il faut garder le paradigme du cercle, car le cercle est la figure géométrique parfaite par excellence, et donc pour représenter la perfection des cieux, on ne peut pas utiliser autre chose que des cercles. Donc on imagine la planète qui tourne le long d'un petit cercle qu'on appelle un épicycle, le centre de ce grand cercle, de ce petit cercle, tournant lui-même autour d'un grand cercle, le déférent, centré sur la Terre. Et puis à mesure que les observations s'affinent un petit peu, on s'aperçoit que ça ne marche pas vraiment bien pour expliquer avec précision les boucles, alors on complique de plus en plus le système. D'abord, on rajoute des épicycles, c'est-à-dire il peut y avoir un petit épicycle sur un plus gros épicycle tournant autour du déférent, et puis surtout, on commence à décaler, c'est ce que fait Hipparque notamment, on décale la Terre du centre du déférent. Donc la Terre n'est plus exactement au centre de ce grand cercle-là, et puis ça ne marche pas encore tout à fait bien. Bref, je passe parce que ce serait une conférence à soi toute seule. On en arrive en fait à Ptolémée et sa fameuse théorie qui va faire couler énormément d'encre pendant des siècles sur l'introduction d'un point dit écan, à partir duquel en fait les mouvements des planètes sont vus comme étant à vitesse uniforme. Alors, je passe les détails, mais l'intérêt de ce système-là, qui est une construction purement mathématique destinée à sauver et expliquer les mouvements célestes, c'est que ça permet effectivement d'expliquer les boucles, comme le montre tout simplement ce schéma, le petit cercle en roulant sur le grand cercle, avec autour de ces centres qui changent, finit par produire effectivement des boucles. Alors, cette théorie de Ptolémée a été d'abord adoptée, puis après critiquée notamment par la grande époque de l'astronomie arabe. Donc, un grand nombre d'astronomes arabes, à la fois des observateurs et des théoriciens, notamment Al-Tusi, qui sera beaucoup utilisé par Copernic, commencent à faire des critiques de Ptolémée. Non pas des critiques de géocentrisme, ils n'osent pas, mais des critiques sur les détails mathématiques, et notamment sur l'introduction de ce point écan qu'ils trouvent assez vilain, c'est-à-dire pas esthétique. Voilà. Alors peut-être ça peut faire sourire aujourd'hui, mais en fait ça va être l'un des principaux arguments de Copernic également pour changer de système, le fait que le système compliqué d'épicycles et d'écans n'est pas élégant. Vous savez que c'est une grande constante de l'histoire de la physique, dans la construction de modèles, c'est qu'on cherche une forme d'élégance mathématique. Voilà. Alors, on en arrive maintenant au siècle qui précède la vie de Copernic. Il y a au moins deux grands astronomes européens qui préparent un peu le terrain. L'un, c'est Perbach, qui publie donc une théorie nouvelle des planètes, qui n'est pas vraiment nouvelle parce que ça reste ptoléméen, mais bon, il discute un petit peu les camps. Et puis surtout son disciple Regiomontanus, très importante astronome, qui fait donc beaucoup de commentaires sur l'Almageste de Ptolémée. Mais là encore, il n'ose pas franchir
le pas de rejeter le géocentrisme. Pourquoi? Parce que c'est Aristote qui est derrière, il y a toute la philosophie scolastique qui dit Aristote, ça ne se discute pas. Voilà. Alors malgré tout, il y a un personnage intéressant, fort intéressant, qui est un cardinal, Nicolas de Cuse, qui redécouvre en fait, enfin c'est pas lui qui le redécouvre, mais de son vivant on redécouvre le fabuleux manuscrit de Lucrèce, De Natura Rerum. Lucrèce, c'est ce poète latin étonnant qui a écrit ce merveilleux, vaste poème de la nature consacré à la philosophie des atomistes. Les atomistes, vous savez que c'était une école de philosophie grecque qui était en désaccord total avec la vision aristotélicienne du monde, puisque eux prônaient un univers infini et non pas un univers enclos dans des sphères, un univers infini rempli donc de germes qu'ils appelaient justement des atomes, l'équivalent un petit peu de particules élémentaires à partir desquelles tout corps était constitué. Et vous comprenez bien que dans un univers infini, d'abord il y a une infinité de mondes forcément, puisque chaque monde n'est que le résultat fortuit de l'agrégation d'atomes pour former une configuration qui va durer le temps que cela peut durer. Et puis surtout, il n'y a pas de position privilégiée, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord. Donc ça implique implicitement le mouvement de la Terre, parce que la Terre, il n'y a aucune raison, elle n'est pas au centre, donc elle n'a aucune raison de rester fixe. Donc il y a déjà l'héliocentrisme est contenu en germe dans l'atomisme. Alors avant de passer à Copernic, je vous montre ici deux planches extraites d'un livre fabuleux, qui est un livre, en fait, l'un des livres les plus spectaculaires de toute l'histoire de l'astronomie, qui s'appelle L'astronomie des Césars, qui date de 1540. Alors on verra tout à l'heure que 1540 est une date clé dans la révolution copernicienne, puisqu'en fait c'est la date de publication du premier traité héliocentrique, qui n'est pas de Copernic mais de Rhéticus, comme vous le verrez, mais ça montre bien qu'à l'époque tout de même l'astronomie triomphante, c'est vraiment celle de Ptolémée. Pourquoi? Alors d'abord ça s'appelle l'astronomie des Césars parce que Appianus était le mathématicus de l'empereur Charles Quint et de son frère Ferdinand, donc il leur dédicace ce livre tellement fabuleux qu'il est fait chevalier et reçoit en récompense 3000 écus d'or. Alors c'est un livre dont chaque planche, j'ai eu le bonheur d'en feuilleter plusieurs exemplaires originaux, dont notamment un qui se trouve à la bibliothèque historique de l'Observatoire de Paris. Vous en avez également un ou deux à la bibliothèque nationale. C'est un livre en fait rempli dont les planches sont des sortes, ce qu'on appelle des équatoires, c'est-à-dire en fait des instruments de papier, en carton plus exactement, qu'on appelle des volvelles, qui peuvent tourner. Donc chaque planche, ici j'en montre deux. Ça me paraît un peu flou, non, c'est peut-être parce que la lumière est très forte. Bon. D'accord, très bien. Voilà. Donc en fait, voilà, ces équatoires permettent par une série de manipulations assez simples, on fait tourner des disques mobiles autour de différents points, il y a des fils de soie que l'on peut tendre, à l'origine, dit-on, sur les éditions premières, il y avait des perles précieuses au bout de ces fils, et donc on lit les positions sur des cadrans, les positions de quoi? Par exemple, les longitudes des planètes. C'est une prouesse extraordinaire dans le cadre de l'astronomie ptoléméenne, puisque ces équatoires, ces instruments en papier, permettent de prédire à 1 degré près les longitudes, par exemple, de toutes les planètes connues sur 14 000 ans, commençant en moins 7 000 avant Jésus-Christ, qui était à peu près la date de naissance du monde donnée par Alphonse X le Sage, jusqu'à plus 7 000. Voilà. Donc c'est un livre absolument extraordinaire, la matérialisation de la perfection qu'avait atteinte tout de même l'astronomie de Ptolémée à cette époque. Alors je ne résiste pas quand même au plaisir de vous livrer le jugement que Kepler fera de ce livre, qui évidemment va rester dans l'histoire, et 50 ans plus tard, Kepler connaîtra ce livre. Kepler va dire « Cette triste besogne d'Appianus est à faire pleurer. Sa confiance aveugle en Ptolémée lui fit gaspiller des heures et n'aboutit à rien d'autre qu'à bâtir, à grand renfort de nœuds et de spirales, tout un labyrinthe de lacets, on ne peut plus enchevêtrer. » Alors ce jugement dur de Kepler envers ce livre tellement beau, mais faux, effectivement, ça traduit bien effectivement le copernicanisme acharné de Kepler, qui d'ailleurs ira beaucoup plus loin que Copernic lui-même, et son opposition farouche à l'astronomie évidemment antique de Ptolémée. On ne peut s'empêcher d'y déceler aussi une pointe de jalousie, car comme vous le verrez, Kepler a passé la majeure partie de son existence dans un état
de très grande misère, et il savait très bien qu'Appianus en son temps, et puis Tycho Brahe qu'il côtoiera, eux sont nés dans la richesse, ont toujours été extraordinairement bien traités par les monarques pour lesquels ils travaillaient. Donc je pense qu'il y a aussi cette petite pointe d'amertume que Kepler n'a pas connue, voilà, l'opulence d'Appianus et plus tard de Tycho Brahe. Bien, alors, il est temps maintenant d'attaquer directement le sujet. Je pense que ces préliminaires étaient importants pour bien comprendre la nature de la révolution astronomique qui va commencer avec ce Nicolas Copernic, vous le voyez, 1473 date de naissance, 1543. La phrase de Voltaire, le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le monde est parti de la petite ville de Thorn, c'est fort bien dit. Alors Thorn, c'est aujourd'hui Torun, est une petite ville donc, de Pologne, dans laquelle donc, est né Nicolas Copernic. Alors, pour placer un petit peu géographiquement voilà, les lieux où vont se passer cette histoire, donc voici une carte de la Pologne, pas exactement au moment de la naissance de Copernic, mais un peu plus tard. Bon, je n'ai pas trouvé de carte exacte, mais enfin, on voit en tout cas le Grand-Duché de Varsovie. Donc, vous reconnaissez donc la Pologne. Hein. Donc, Torun se trouve là, vous voyez, pas très loin de la Vistule. Je vous montre Cracovie, puisque tout le monde connaît Cracovie, hein, la plus belle ville de Pologne, d'autant que Copernic y a fait quelques études de jeunesse. Plus tard, il passera l'essentiel de sa vie, après le détour en Italie dont je vais vous parler, à Frombork, dont il sera le chanoine. Et Frombork, c'est voilà, près de la mer Baltique. Et puis simple. Tiens, je suis allé trop. Oui, voilà, donc c'est bon. Alors voilà, donc Nicolas Copernic. Alors Nicolas Copernic, en fait, devient orphelin très tôt, à l'âge de 10 ans, et il est recueilli et adopté par son oncle. Et son oncle, c'est l'évêque Lucas Wadzenrod, c'est l'évêque de Warmie, l'une des plus importantes provinces de la Pologne, qui est l'un des personnages les plus importants du royaume, car non seulement c'est le principal évêque de Pologne, mais également c'est le conseiller, ce que beaucoup de politiques, c'est le conseiller du roi de Pologne. Alors donc, Lucas Wadzenrod va donner les meilleures conditions au jeune Nicolas pour poursuivre des études. Donc il l'envoie d'abord, évidemment, à l'université Jagiellon de Cracovie en 1491, où d'abord Copernic fait des études artistiques. Alors il a malgré tout un enseignement en mathématiques et en astronomie, qui faisait partie d'une certaine façon des arts. C'était des arts libéraux, bien entendu. Et on connaît le nom d'un de ses professeurs, qui s'appelait donc Albert de Brudewski, qui évidemment enseignait l'astronomie ptoléméenne, mais sans doute le premier intérêt de Copernic pour l'astronomie commence à cette époque, mais sans qu'il manifeste donc une passion exagérée pour le sujet. Il est davantage passionné par vraiment les arts au sens habituel du terme, et notamment par le dessin et la peinture, et lui-même va devenir un assez bon dessinateur, puisqu'on a retrouvé au moins un portrait autographe, c'est-à-dire un autoportrait de lui-même, que vous voyez là, à gauche. Voilà. Puis je vous montre, pour présenter le personnage à différents stades de sa vie, je vous montre donc deux autoportraits, plus tardifs évidemment. Alors, ce portrait, c'est un portrait du jeune Copernic, très très beau. Enfin, ça, c'est l'époque romantique. Hein. C'est quand Copernic, on redécouvre le génie de Copernic au XIXe siècle. Voilà, donc on a tendance peut-être à enjoliver le personnage. Et puis ça, ce portrait absolument étonnant, c'est suite à l'histoire en fait de la redécouverte du crâne de Copernic. Ça s'est passé en novembre 2005. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que je venais juste de rendre le manuscrit de mon roman à mon éditeur, et d'après les portraits de l'époque, avant de découvrir celui-là sur Internet, j'avais brossé évidemment le portrait tel que l'historien, le romancier peut l'imaginer à partir des portraits de jeunesse. Donc, on a lu des communiqués de presse donc, à cette époque disant qu'un grand savant, historien polonais, archéologue, se creusait la cervelle, ainsi que des dizaines d'autres depuis des décennies pour savoir où pouvait bien être enterré Copernic. On se doutait qu'il était quelque part
dans le sous-sol de sa cathédrale de Frombork, mais où? Dans la crypte générale, où était enterré le chanoine depuis des siècles. Comment reconnaître tous ces crânes et tous ces squelettes? Et puis un brainstorming extraordinaire, le professeur polonais aurait découvert des documents étonnants, lui faisant penser qu'en fait, la dépouille de Copernic était isolée des autres, sous le maître-autel de la cathédrale de Frombork. Donc ils sont allés voir là, il y avait effectivement un squelette, donc ils ont prélevé le crâne et ils ont fait une étude précise du crâne en confiant le crâne à la police judiciaire de Varsovie qui est capable donc de reconstituer l'aspect d'un personnage à l'âge de 70 ans, c'était l'âge correspondant à la mort de Copernic, et ça semblait assez bien correspondre aux descriptions d'un Copernic plus jeune, avec une légère déformation du nez, et surtout une cicatrice au front qu'il avait acquise lors peut-être d'une bataille contre les chevaliers teutoniques, donc j'aurai l'occasion de vous dire un mot. Voilà. Alors cette histoire m'a un petit peu amusé, cette prétendue découverte extraordinaire de la dépouille de Copernic, parce que moi, de mon côté, j'avais évidemment fait des tas de recherches sur Copernic, et j'avais trouvé notamment la biographie magnifique, courte, qu'a faite François Arago. François Arago, au XIXe siècle, a écrit tout un ensemble de magnifiques biographies des grands astronomes du passé. Et puis, si les astronomes polonais avaient lu François Arago, ils n'auraient pas mis des dizaines d'années pour trouver le lieu de la dépouille de Copernic. Je vais vous le prouver tout de suite en vous lisant le texte de Arago, un extrait. Voilà ce qu'il raconte. L'empereur Napoléon, en passant par Thorn en 1807, désira recueillir personnellement tout ce que la tradition avait conservé concernant Nicolas Copernic. Vous savez que Napoléon était passionné de mathématiques et de sciences. Il apprit que la maison de l'illustre astronome était occupée par un tisserand. Il s'y fit conduire. Cette habitation, de très mince apparence, se composait d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Tout y était conservé dans l'état primitif. Le portrait du grand astronome était suspendu au-dessus du lit, dont les rideaux de serge noir dataient du vivant de Copernic. Sa table, son armoire, ses 2 chaises, tout le mobilier du savant était là. L'empereur demanda au tisserand s'il voulait lui vendre le portrait du grand homme, qu'il aurait fait transporter dans le musée Napoléon au Louvre. Mais l'artisan refusa, car il considérait ce portrait comme une relique sainte qui portait bonheur. L'empereur n'insista pas et respecta cette touchante superstition. En quittant la maison de Copernic, Napoléon alla à l'église Saint-Jean, c'est le nom de l'église de Frombork, visiter le tombeau de l'auteur de l'ouvrage sur les révolutions célestes. Le temps l'avait endommagé, alors l'empereur ordonna les réparations nécessaires et le fit transporter à côté du maître-autel, parce que là, on pouvait le voir de tous les points de l'église, et ces travaux se firent aux frais de Napoléon. Voilà, donc on savait depuis bien longtemps que la dépouille de Copernic était sous le maître-autel. Alors, pour resituer la période de la vie de Copernic, donc il est né peu d'années après une date importante dans l'histoire de notre culture, c'est l'invention de l'imprimerie, la Bible de Gutenberg, 1456, et il avait 19 ans lorsque Christophe Colomb pose le pied dans les Indes occidentales. Voilà. Donc évidemment, vous imaginez bien que le début d'un élargissement du monde terrestre, de la géographie terrestre, a plus de chances qu'à d'autres époques de s'accompagner d'un élargissement de la vision du monde céleste. Il ne faut jamais découpler justement l'histoire des conceptions du ciel sur ce qui se passe ici-bas sur Terre, la géographie bien sûr, mais comme vous le verrez, la politique, l'histoire, l'idéologie, la religion, la philosophie. Alors en fait, son oncle nomme Nicolas Copernic chanoine de Frombork, tout en le dispensant d'exercer tout de suite sa charge, puisqu'il veut en fait l'envoyer en Italie pour passer ses diplômes, dont il aura besoin plus tard pour éventuellement prendre la succession d'évêque. Alors donc il part en Italie dès 1493 et il va à la fameuse université de Bologne, il y a plusieurs universités d'Europe comme vous le savez, où il va faire des études de droit et de médecine. Voilà. Et puis après, il va également faire des études de mathématiques et d'astronomie avec un maître qui va avoir beaucoup d'influence, qui s'appelait Domenico Maria Novara, je n'ai pas trouvé de portrait de lui, qui était en fait l'un des premiers de cette époque à remettre en cause le géocentrisme, mais encore une fois, sans oser vraiment proposer quelque chose de consistant à la place.
Voilà, donc il va y passer pratiquement 10 ans en Italie, et en Italie, puisque donc il sera notamment à Rome l'année du jubilé en 1500, et qui va-t-il rencontrer en Italie? Ben, je l'ai imaginé. Je ne peux pas garantir, évidemment, parce qu'il ne reste rien de ce séjour de Copernic en Italie, ça a été effacé des archives du Vatican. Ultérieurement, lorsque 50 ans après la mort de Copernic, son livre sera mis en index, mais en regardant les dates et les lieux qu'il a fréquentés, on sait qu'il était donc contemporain et qu'il a vécu au même lieu et aux mêmes dates que Marcy le Ficin, un philosophe néoplatonicien très important, celui qui a traduit Platon, Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole, le fameux érudit, Nicolas Machiavel et tous ces humanistes. Et en fait, c'est dans ce bain de l'esprit renaissant italien que Copernic, en fait, va sans doute se forger cette vision si originale et qui va aller à l'encontre de l'astronomie de son temps. Alors, en fait, le premier événement astronomique marquant de son existence date du 9 mars 1497, lorsqu'en compagnie de son maître, Novara, dont il est pour l'instant l'assistant, ils observent un phénomène astronomique qui s'appelle une occultation d'étoiles par la Lune. En l'occurrence, il s'agit donc de l'occultation de cette étoile-là, qui est l'étoile Aldébaran, une étoile brillante, qui, à cause du mouvement de la Lune, va donc être occultée, il va s'engouffrer dans le golfe sombre de la Lune. Voilà. Alors c'est à la fois un spectacle intéressant à voir, mais surtout ça permet de perfectionner l'astronomie, puisque les tables astronomiques, c'est les éphémérides, celles qui calculent et prédisent les positions des les phénomènes célestes par l'astronomie de Ptolémée, donnent les dates précises de ces choses-là. Et après on observe et on compare. Et justement, l'événement se passe bel et bien, bien sûr, oui, mais avec un décalage de plusieurs semaines par rapport aux tables astronomiques, perfectionnées depuis, notamment, ce qu'on appelle les tables alphonsines, celles que le roi Alphonse X de Castille avait commanditées aux meilleurs astronomes de son temps au XIIIe siècle. Et pourtant, toute l'astronomie, encore au XVIe siècle, était fondée sur ces tables alphonsines. Et voilà, et donc Copernic est pris de rigueur, se dit il y a quelque chose qui ne va pas. La dérive entre les tables prédictives, la théorie, donc, et puis les observations, est pratiquement insupportable, donc il faut sans doute rénover l'astronomie. Donc, il obtient ce diplôme en 1503. En 1500, il est quand même professeur de mathématiques et donne toute une série de cours d'astronomie, ptoléméenne, encore, bien entendu, à Rome. Donc, il obtient ses diplômes et il rentre donc en Pologne et exercer ses charges de chanoine, donc à Frombork. Il publie d'ailleurs là un premier livre, qui n'est pas du tout un livre d'astronomie. Comme c'est un latiniste très distingué, il publie une traduction latine d'un auteur grec, que vous ne connaissez certainement pas, Théophilus Simocata. C'est un petit jeu, quoi, pour montrer qu'il était bon en latin. Puis il commence à travailler sur l'astronomie pour préparer peut-être quelque chose de nouveau, mais en fait, il est très loin de ne pouvoir se consacrer à l'astronomie à plein temps, puisqu'il doit administrer tout le diocèse. Il est également le médecin attitré de son oncle, puisqu'il a le diplôme de médecin. Il s'occupe de toutes les affaires juridiques et de bien d'autres choses encore qui font qu'en fait, même s'il construit assez rapidement un observatoire à Frombork, il passera extrêmement peu de temps dans son observatoire à cause de ses occupations. Et de toute façon, son observatoire, il est au bord de la Vistule, près de la mer, il y a toujours du brouillard, et il ne voit pratiquement jamais rien. On sait que Copernic n'a jamais vu de son vivant Mercure. Mercure est toujours près du Soleil, et le soir ou le matin, il y a toujours des brumes. Il n'a jamais vu Mercure. Voilà. Alors malgré tout, il travaille d'arrache-pied, et il écrit un texte. Attention, il ne le publie pas. Copernic est contre l'imprimerie. Parce que l'imprimerie, pour lui, beaucoup d'intellectuels et d'érudits de l'époque le pensaient, c'est pour le vulgaire. Il faut réserver le savoir à une élite. Donc il écrit un manuscrit qui s'appelle le Commentariolus, premier commentaire, donc, dans lequel il expose pour la première fois la théorie donc, qui va aller à l'encontre du géocentrisme, que l'on appelle aujourd'hui l'héliocentrisme, c'est-à-dire celle qui va mettre
le Soleil et non pas la Terre au centre du système solaire. Alors donc, comme Copernic ne veut pas que cette œuvre soit diffusée, pour plusieurs raisons, hein, sa méfiance envers les critiques, sa méfiance envers l'imprimerie à grande diffusion, sachant très bien que pratiquement personne ne comprendrait vraiment ce texte qui est assez mathématique, et aussi, en tant que perfectionniste, il estime que ce n'est qu'une ébauche, peut-être pas digne d'être trop répandue. Il envoie donc uniquement quelques copies manuscrites, quelques intellectuels de son époque, éventuellement susceptibles de comprendre un peu sa pensée. Donc ici, j'ai retrouvé les images de deux d'entre eux, donc un que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelait Johann Scheiner, qui était un astronome et astrologue à Nuremberg, assez influent, qui a d'ailleurs plus tard fait un horoscope de Copernic. Et puis le personnage de droite, il est beaucoup plus connu, c'est le fameux Paracels, de son vrai nom, Philippe Aurélien Bombast von Hohenheim, un médecin assez excentrique qui se fait appeler Paracels, c'est-à-dire contre Cels. Cels, c'était un grand médecin, un médecin très réputé, disciple de Galien. Voilà. Et puis donc, Paracels, assez excentrique, dans sa jeunesse, devant ses étudiants, il sort le livre de Galien et il en fait des autodafés pour dire « ça c'est rien, maintenant la médecine, c'est moi ». Voilà. Donc ce personnage tout à fait extravagant qui va jouer après un rôle intéressant, homosexuel au demeurant, notoire, ce qui lui vaudra pas mal de soucis. Alors, qu'est-ce que propose Copernic dans ce Commentariolus ? Il n'y a pas de diagramme, il n'y a que quelques commentaires géométriques et mathématiques. Donc, pour résumer les choses, vous vous souvenez de la théorie des épicycles des Grecs, pour expliquer les boucles martiennes. Alors, en fait, voilà, je remplace ça par une petite animation pour que vous compreniez bien. Voilà, la planète roule sur son épicycle, et évidemment, quand elle revient en arrière, ça produit une boucle. D'accord ? L'idée de génie de Copernic, c'est de trouver un système plus élégant, plus économique d'une certaine façon. Et ce système, c'est la vue perspective. Il faut bien voir, je pense, peut-être que tous les historiens ne seront pas d'accord là-dessus, mais d'après ce que j'ai ressenti dans tous mes travaux historiques et mes lectures, je pense qu'en grande partie, l'influence italienne, des artistes italiens qui sont en train justement d'introduire la perspective, la vue perspective dans les tableaux, a joué un rôle majeur dans la pensée astronomique de Copernic. Il se dit, l'astronomie sauve des apparences, et les apparences, c'est affaire de regard et affaire de perspective. Si je change de point de vue, les apparences pourraient être les mêmes. Donc, quel est le bon point de vue ? Si on dit que la Terre est absolument fixe et que la salle entière tourne autour de moi, d'accord, c'est un point de vue, mais imaginons que vous êtes absolument fixe et c'est moi qui tourne. J'aurais exactement la même impression, surtout si vous étiez dans un hémicycle complet. Il trouve plus élégant de faire tourner une petite Terre plutôt que de faire tourner l'ensemble du ciel. Et surtout, il va montrer que si on a donc un système héliocentrique, la Terre, donc la Terre est ici, une planète dite supérieure, c'est-à-dire au-delà de la Terre comme Mars, elle va évoluer à une vitesse différente. Et donc, en projection sur le fond du ciel, à cause des vitesses différentes, on va avoir effectivement cette reproduction des boucles que je vous montre en fait de façon plus simple par donc cette animation en même temps qu'elle marche. Voilà. Vous voyez, vu depuis la Terre, Mars, la Terre passe de l'autre côté, évidemment, il y a un effet, il y a des effets de boucle. Voilà, donc c'est ça l'idée géniale de Copernic. Oui, mais c'est bien beau tout ça, c'est plus élégant, parce qu'il faut bien savoir, il faut bien comprendre que Copernic est un religieux, persuadé évidemment, comme d'ailleurs tous les savants de l'époque, comme le sera Galilée, comme le sera Kepler, comme le sera Tycho Brahe, que Dieu est l'architecte du monde, et que donc il a dû organiser le monde de sa façon, de la façon la plus harmonieuse et la plus élégante possible. Il y a quand même un petit problème avec Copernic, c'est peut-être plus élégant, mais ça ne sauve pas mieux les apparences que le système de Ptolémée, quand on peut vraiment passer à l'acte pour faire des calculs astronomiques. Et en plus, il est obligé de conserver des petits épicycles, même si c'est héliocentrique, les planètes tournent quand même autour du Soleil, mais le long de petits cercles autour de grands cercles, pour arriver à sauver les apparences. Donc, ce n'est pas
si élégant que ça. Si élégant d'un côté, et puis de l'autre côté, il perd un petit peu d'élégance. Bien. Alors, les réactions. Ben, les réactions, en fait, les seules réactions vont venir du côté des réformés. Alors, il faut bien voir aussi que Copernic, contemporain de la naissance de la Réforme, avec Luther et Mélenchon, qui vont donc introduire cette scission majeure du christianisme, qui va avoir après tant d'incidences, puis après il va y avoir tous les calvinistes, puis les anglicans, c'est-à-dire donc le protestantisme, avec après toutes les guerres de religion qu'il y aura. Donc Copernic est absolument contemporain de tout cela, et donc en fait il ne sera condamné pour ses théories, condamné verbalement, l'équivalent d'une fatwa si vous voulez, l'excommunication verbale, uniquement par les réformés, c'est-à-dire Martin Luther, et puis surtout Philippe Mélenchon, qui était l'intellectuel de la Réforme, et notamment l'un des propos de table de Martin Luther, datant de 1539, il parle du fou, c'est Copernic évidemment, qui veut renverser l'art de l'astronomie, mais comme l'enseignent les Saintes Écritures, Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, non à la terre. Voilà, c'est la lecture de la Bible au sens strict du terme. Voilà. Alors en fait, Copernic n'aura cure de cette condamnation, parce que même Mélenchon appellera à la pendaison de cet hérétique, mais Copernic, lui, il vit en Pologne, la province choisit et son évêque choisit de rester papiste, donc il n'a que faire des condamnations luthériennes. Voilà. Ceci c'est important, parce que je vais y revenir bientôt. Quand on lit souvent que Copernic n'a pas osé publier son œuvre majeure par crainte également des foudres du Vatican, vous allez voir que c'est totalement faux, car il est soutenu par le Vatican. Ce n'est que les réformés luthériens qui le condamnent. Comme je vous l'ai dit, il n'en a cure. Alors, l'une des questions, pourquoi ne publie-t-il pas avant 1543 ? Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, le titre que j'ai mis dans mon premier ouvrage, Le secret de Copernic. Il y a beaucoup de secrets, mais peut-être que le secret, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a retardé ? Alors, chez beaucoup d'historiens, on lit que c'est parce qu'en fait, il avait peur, justement, des foudres du Vatican, des foudres des luthériens, de publier une théorie hérétique, et donc, notamment, l'admirable ouvrage d'Arthur Koestler, Les Somnambules, pêche un petit peu sur le chapitre Copernic, car Koestler s'acharne sur ce pauvre chanoine en l'appelant un chanoine craintif, peureux, qui n'ose rien faire, timoré, etc., etc. Et je crois que cette image grisâtre de Copernic, qui s'est beaucoup perpétuée dans l'histoire, je crois vraiment qu'elle doit être corrigée au profit d'un personnage beaucoup plus flamboyant. Peut-être pas aussi flamboyant que j'ai voulu le mettre dans le roman pour compenser un petit peu, mais tout de même. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il ne publie pas avant 1543, il y en a plusieurs. D'abord, il est perfectionniste, je l'ai déjà dit. Et comme il a très peu de temps à consacrer à l'astronomie, il estime que son travail n'est pas mûr, n'est pas vraiment prêt. Ensuite, je vous l'ai dit, il se méfie de l'imprimerie. Ensuite, il ne supporte pas ce qu'il appelle les sycophantes et les frelons, c'est-à-dire il ne supporte pas la critique des imbéciles. C'est-à-dire donc de tous les savants de son temps, qui ne comprendraient pas ces théories et le critiqueraient sur le plan de la théologie et non pas sur le plan des mathématiques, qui, pour lui, seules les mathématiques, pour l'astronomie, sont importantes. Voilà. Et tout simplement, il n'a pas le temps également de se consacrer à plein temps à l'astronomie, puisque il est chanoine, il est médecin, il administre des biens, il est architecte, il fait une réforme de la monnaie, il est en plein dans les discussions et les luttes, entre les papistes et les réformés, il va être impliqué dans les innombrables combats avec les chevaliers teutoniques, et il va avoir beaucoup de soucis domestiques, comme tout un chacun. Donc tout ça fait qu'il a vraiment très très peu de temps à consacrer à l'astronomie. Alors rapidement, les chevaliers teutoniques, bon, vous avez tous vu Alexandre Nevsky, Einstein, où on voit les barbares voilà, sur la fameuse bataille sur un lac glacé. Donc ça, c'était dans un Moyen-Âge plus ancien. C'était d'un ordre initialement religieux, fondé à Saint-Jean-d'Acre lors de la Troisième Croisade en 1190, qui est devenu peu à peu un ordre militaire, essentiellement formé d'une bande de pillards, violeurs, massacreurs, etc. Donc ils étaient évidemment très redoutés, et pendant des siècles, les chevaliers teutoniques ont essayé d'étendre leurs possessions, et notamment autour de la Pologne. Il y a eu maintes batailles contre les Polonais, et régulièrement, ils perdaient la bataille. Voilà. Et alors, du vivant de Copernic, le grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques s'appelait Albert de Hohenzollern, un personnage assez étonnant, à la forte personnalité.
Il y a eu un épisode assez guerrier dans lequel, lors d'une tentative à nouveau de prise de possession de la province de Warmie, la province où se trouve Copernic, par les chevaliers teutoniques, il y a de sérieuses batailles à laquelle prend part probablement Copernic. En tout cas, il organise les défenses et les fortifications de la ville. Les chevaliers teutoniques échouent une fois de plus, et finalement, Albert de Prusse décide de se calmer un petit peu dans ses ambitions. En fait, il est très astucieux, il est très malin, il se convertit à la Réforme. Et il épouse la fille du roi. Et du coup, il sécularise son ordre, et il transforme ses possessions en 2 grands-duchés, les duchés de Prusse et de Brandebourg. Ça va changer l'histoire de l'Europe, puisque la Prusse et le Brandebourg vont enserrer comme une tenaille la pauvre Pologne, qui plus tard sera effectivement écrasée par les Prussiens. Voilà, donc tout ça, ça se passe du vivant de Copernic. Voilà, donc c'est la fameuse allégeance, le serment d'allégeance de Albert de Hohenzollern, qui va désormais s'appeler Albert de Prusse, au roi Sigismond, date de 1525. Donc, incidemment, il faut quand même que je dépêche parce que j'ai aussi Tycho Brahe et Kepler, il organise une réforme de la monnaie, donc il écrit un traité sur la monnaie parce qu'il a remarqué que les ateliers de frappe de la monnaie en Pologne sont répartis dans plusieurs endroits. Chaque évêque, chaque prince frappe sa monnaie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rognent peu à peu les matériaux précieux de ces monnaies, l'or et l'argent, pour ne laisser plus que du cuivre et du bronze. Donc Copernic prévoit une dévaluation de la monnaie. Donc il écrit un traité sur la monnaie qui va présenter devant tous les notables et les princes du pays pour expliquer qu'il faut centraliser les ateliers de frappe en un seul lieu, surveillés par le roi. Voilà. On lui dit d'accord, vous êtes bien gentil, mais occupez-vous de votre diocèse et d'astronomie. Et donc son traité de la monnaie ne sera pas du tout appliqué de son vivant, puisqu'évidemment tous ceux qui étaient dans l'auditoire, c'était les principaux bénéficiaires de cette pratique, bien entendu. Ce n'est pas anecdotique, parce que probablement, à cette époque où il a vraiment voulu se mêler de politique, et le problème de la monnaie c'est toujours sensible, il a sans doute perdu toutes les chances de devenir évêque. Parce qu'il imaginait que Copernic est resté chanoine. Or, c'était l'intellectuel polonais de loin le plus brillant de son temps, qui avait eu les meilleures formations possibles et imaginables, protégé par le plus important évêque de Pologne, son oncle, et il n'est jamais devenu évêque, sans doute à cause de cela. Voilà. Et quelques soucis domestiques, et notamment l'évêque d'Antiscus lui écrira, tout en admirant son travail, il lui écrira quelques lettres sévères parce que Copernic s'est mis en ménage, comme faisaient beaucoup d'ecclésiastiques en son temps, avec sa chère gouvernante Anna, avec laquelle il aura une belle histoire d'amour. Et donc, à une époque où la Réforme dénonce justement les exactions des papes, des Borgia, qui ont des maîtresses, des enfants, etc., il faut donner un petit peu l'exemple. Et donc, d'Antiscus réprimande fortement Copernic pour les amours qu'il a avec sa gouvernante. Donc ça rend bien le personnage, ça c'est pas de dimension romanesque, ça rend bien le personnage de Copernic, vraiment un être de chair, de sang et de passion, pas seulement pour les choses célestes. Alors il aura quelques amis fidèles, notamment un évêque, Tiedemann Guise, qui l'encouragera à publier quelque chose, à écrire quelque chose. Alors, j'avance maintenant. En fait, la révolution copernicienne n'aurait pas eu lieu, en tout cas de la façon dont elle a eu lieu, sans un nouveau personnage qui s'appelle Joachim Rheticus, qui est un peu passé malheureusement aux oubliettes de l'histoire, sauf évidemment des historiens spécialisés. Ce jeune, Joachim Rheticus, qui a assisté à l'âge de 12 ans à l'exécution publique de son père, médecin, accusé de sorcellerie, il s'est fait trancher la tête devant son jeune fils. Il va suivre des études dans les meilleures universités réformées à Wittenberg. Il va être repéré par Mélenchon, le grand intellectuel de la Réforme, comme un personnage extraordinairement brillant. Il est intelligent, il est jeune, il est beau, il est homosexuel, mais ça, il essaie de le cacher. Et un jour, il découvre, donc il est professeur d'astronomie, un jour, il découvre le traité, le Commentariolus, une copie manuscrite comme ça, et il s'emballe complètement pour cette théorie
de ce chanoine polonais dont il n'avait jamais entendu parler, et il n'a de cesse d'aller rencontrer Copernic. Donc il va rencontrer Copernic, qui est âgé de plus de 60 ans, un petit peu la fin de sa vie. Donc c'est vrai que Copernic ne pense pratiquement plus à l'astronomie. Voilà. Et il faut ce 109 que Joachim Rheticus, son seul disciple en fait, pour que Copernic, effectivement, se décide à reprendre ses travaux. Et Rheticus va énormément l'aider pour mettre en forme les observations astronomiques, non seulement celles de Copernic, il n'y en a pas beaucoup, au cours de sa vie, il y a 36 observations seulement retenues. Donc en fait, il utilise les observations des anciens sur plusieurs siècles, et également les observations d'autres astronomes contemporains. Voilà. Et donc, Copernic ne veut pas publier le livre, toujours non pas par crainte, mais parce qu'il ne veut pas être critiqué, il n'est pas sûr que ce soit le bon moment. Alors c'est Joachim Rheticus qui prend le risque. Et il publie en 1540 Narratio Prima, c'est-à-dire l'exposé premier, pour la première fois. Il explique, dans un langage relativement vulgarisé, mêlé malheureusement d'ailleurs d'astrologie, ce que Copernic ne pratiquait pas du tout, la théorie de Copernic. Comme ça se passe très très bien, eh bien, il dit à son maître Copernic, vous voyez, je pense que maintenant vous pouvez publier votre œuvre majeure. Voilà. De Rheticus, je n'ai pas trouvé de portrait. C'est pourtant un personnage clé dans toute cette affaire. Bon, il y en a sans doute, mais enfin, une petite recherche sur Google, qui en général fait trouver beaucoup d'images, m'a fait échouer simplement sur un hôtel à Fromborg, qui s'appelle l'hôtel Rheticus, et puis sur le cratère de la Lune, qui s'appelle Rheticus. Voilà, peut-être le vrai portrait de Rheticus, c'est celui-là. Bref, l'ouvrage de Copernic paraît donc à Nuremberg en 1543, le fameux De Revolutionibus Orbium Celestium, dans lequel apparaît pour la première fois le diagramme du Soleil central et les astres qui tournent autour. Alors vous voyez que c'est le début de la grande révolution, parce qu'on garde le concept d'un univers fermé, fini, les étoiles restent accrochées à une ultime sphère qui ferme l'univers, et les orbites restent des cercles, on ne touche pas au paradigme du mouvement circulaire. Voilà, donc il faut rajouter quelques épicycles, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors, on a beaucoup glosé sur la première édition de ce De Revolutionibus. Alors, notamment, il faut savoir qu'il y a une magnifique dédicace au pape Paul III. Le pape Paul III, il est de la famille des Farnèse, et Copernic avait fréquenté le cardinal Farnèse dans sa jeunesse, avant qu'il ne devienne pape. Et il écrit une magnifique dédicace où il dit clairement, ce que j'expose là, c'est la vérité. Ce ne sont pas des hypothèses gratuites. Et il dit, si les théologiens me contredisent, ils ne sont pas sur le bon terrain. Le seul terrain sur lequel on peut discuter, ce sont les mathématiques et l'astronomie. Donc il affirme clairement sa force de pensée et sa conviction qu'il est dans le vrai. Voilà. Et donc il a également des lettres de soutien qu'il présente dans son ouvrage de personnages importants de l'Église. Tout ça pour montrer qu'il est soutenu à fond par les papistes, l'Église catholique, et que donc ce qui s'est dit, comme quoi il aurait eu peur de publier à cause des réactions du Vatican, est totalement faux. Alors pourquoi on dit ça ? Eh bien parce qu'il y a cette fameuse préface anonyme du De Revolutionibus. Ici, c'est l'un des exemplaires originaux du De Revolutionibus, dans lequel vous voyez ici la préface anonyme au lecteur sur les hypothèses de ce livre. Alors j'abrège. La phrase clé, c'est « Il n'est pas nécessaire que les hypothèses soient vraies ou même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Aucun philosophe ne saurait atteindre ni enseigner quoi que ce soit de certain, à moins qu'il ne lui soit révélé par Dieu. Laissons donc ces nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes, nullement plus vraisemblables. » C'est un camouflet à l'ensemble de l'ouvrage. Comme c'est anonyme, la plupart des auteurs vont croire que c'est un ultime repentir de Copernic, qui aurait eu peur au dernier moment et qui aurait écrit ça. En fait, la supercherie va être découverte, et vous le voyez sur ce manuscrit, l'édition originale appartenait à quelqu'un qui va jouer un rôle important, qui s'appelait Michael Mestlin, et il y a marqué, la préface donc ici est de Andreas Osiander. Alors voici donc la copie du De Revolutionibus appartenant à Michael Mestlin, et l'autographe de Michael Mestlin est écrit « Maintenant, je suis certain que cette lettre est d'Andreas
Osiander. Andreas Osiander, qui c'était, donc ça c'est Michael Meslin, l'un des rares coperniciens de son temps. Andreas Osiander, c'était un réformé, un théologien de l'université de Tübingen, qui était évidemment farouchement anti-copernicien et qui, en fait, au dernier moment, sans le dire à personne, a imposé à l'imprimeur d'écrire cette préface anonyme pour casser le traité de Copernic. Voilà. Et de là va naître un petit peu cette légende, avant que l'on ne sache que cette préface était d'Osiander et non pas de Copernic, va se répéter cette légende d'un chanoine éventuellement timoré et craintif. Là, j'ai mis exprès deux représentations tardives de Copernic. Celle de droite montre bien un personnage vieux, un petit peu ramassé sur lui-même, l'image qu'on peut se faire du chanoine grisâtre et craintif. L'image de gauche, elle, c'est beaucoup plus tard, c'est un tableau en fait de Jean Magetco qui date de 1872, on est en plein romantisme et Copernic a retrouvé un petit peu le brillant de son génie. Voilà, deux représentations différentes. Voilà. Alors donc, comme je le disais, voilà, donc cette préface d'Andreas Osiander qui, comme par hasard, sera en fait après nommé professeur de mathématiques à l'université de Königsberg, fondée donc en Prusse par Albert de Prusse, qui était donc un adversaire farouche de Copernic. Que devient la théorie de Copernic après sa mort? Peu de gens vont l'enseigner, Michael Meslin, Gaspard Peusser, que vous ne connaissez sans doute pas, et puis Erasmus Reinhold, qui est un astronome qui n'enseigne pas Copernic, mais qui, lui, va faire de nouvelles tables astronomiques, perfectionnant celles d'Alphonse X. Il va remplacer les tables alphonsines par les tables pruténiques, et ces tables seront fondées sur l'astronomie de Copernic. C'est assez étonnant parce que Reinhold n'est pas copernicien, mais il comprend quand même que l'astronomie de Copernic, finalement, permet de faire mieux que l'astronomie antique, et donc il fonde ces tables pruténiques, et il écrit ces tables pruténiques bien après la mort de Copernic, vous le voyez. Pourquoi d'ailleurs pruténiques? Parce qu'elles sont dédiées à qui? Elles sont dédiées à Albert de Prusse, l'ennemi juré de Copernic. C'est ça le pied de nez de l'histoire. Alors, encore un exemplaire original de Révolution de Copernic, qui lui appartenait à le premier copernicien anglais qui s'appelait Thomas Digges. Et c'est écrit à la main The Common Opinion Errs. L'opinion commune se trompe, c'est-à-dire l'opinion commune c'est Ptolémée, elle se trompe, c'est Copernic qui a raison. C'est un traité donc magnifique qui s'appelle Une parfaite description des orbes célestes selon l'ancienne doctrine de pythagoricien revisitée par Copernic. Ça date de 1576. On est 35 ans après la mort de Copernic. Et il y a ce fameux diagramme, le premier diagramme de l'histoire de l'astronomie, qui est à la fois copernicien, mais qui montre aussi la deuxième étape de la révolution, l'ouverture du monde clos à un espace peut-être infini, puisque vous voyez que les étoiles, cette fois-ci, se répartissent dans l'espace et ne sont plus accrochées à une ultime sphère fixe. Voilà. Vous savez que cette thèse de l'espace infini sera reprise par Giordano Bruno et qu'il paiera de sa vie en l'an 1600, ses théories sur l'espace infini, la pluralité des mondes. 1600, je vais après revenir en arrière chronologiquement pour parler de Tycho Brahe, mais si je montre ça, c'est parce que donc Bruno est également copernicien, puisque évidemment, comme je vous l'ai dit, l'espace infini implique le mouvement de la Terre, donc forcément Giordano Bruno est copernicien. Et puis 1601, c'est quoi? C'est la publication de Hamlet de Shakespeare. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, Hamlet de Shakespeare, dans toute cette histoire? Eh bien, en fait, des historiens ont soigneusement étudié Hamlet, d'ailleurs vous pouvez le relire ce soir, et vous vous apercevrez qu'il y a un certain nombre de références cachées au débat cosmologique de l'époque entre essentiellement le vieux système de Ptolémée et le nouveau système copernicien défendu en Angleterre par Dix, car le jeune Shakespeare fréquentait la maison ouverte de Dix, qui tenait salon et qui parlait de l'astronomie copernicienne. Et il y a plein d'éléments, je n'ai pas le temps de vous les raconter, vous lirez peut-être ça dans mon livre, de symboles dans Hamlet, une allusion donc à ce qui se passe dans l'astronomie de cette époque. Et l'astronomie de cette époque, en 1601, c'est le grand Tycho Brahe. Vous savez que Hamlet se passe au château d'Elseneur. Elseneur, c'est un château du Danemark qui était le fief de la famille Brahe. Et nous voici maintenant donc à Tycho Brahe. Voilà. Alors deux tableaux
de Tycho Brahe, un tableau plutôt jeune et un tableau où entre-temps il a beaucoup banqueté et bu, puisqu'il aimait beaucoup ça, donc il a un peu forci. Il a une tête un peu bizarre, il a le nez déformé, alors ne vous en étonnez pas, c'est bien connu, à l'âge de 20 ans, il a un duel avec un cousin et il se fait couper le nez. Donc il se fait fabriquer un nez postiche fait d'or et d'argent, enfin du moins le prétendait-il. Et puis de temps en temps, évidemment, ça les cuisait un petit peu, donc il avait toujours un petit onguent à sa disposition, et de temps en temps, il enlevait le nez, il mettait un onguent et il le remettait. Et il le faisait souvent, en fait, parce qu'il avait des visiteurs importants pour leur faire baisser les yeux, parce que Tycho Brahe, ce personnage absolument hallucinant dont je vais maintenant vous parler, se prenait pour l'empereur non seulement du monde, mais de l'univers, et tout le monde devait être à ses pieds, donc c'était bien de faire baisser les yeux pour intimider ses interlocuteurs avec ce fameux nez. Cela dit, quand on a ouvert sa tombe en 1901 et qu'on a analysé ce qui restait, on a trouvé plutôt du cuivre. Voilà, ce qui a laissé à penser qu'en fait, il avait sans doute tout un ensemble de prothèses, parce que l'or et l'argent, c'est un peu lourd à porter et à tenir, et qu'il devait de temps en temps avoir des prothèses plus légères, faites d'un mélange de cuir et de cuivre. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Bon, allez, alors rapidement. Tycho Brahe, c'est le fils d'une très grande famille, des plus grandes familles aristocratiques danoises. Son père, Otto Brahe, est grand chambellan du roi. Sa mère, Beateby, est également la femme de l'amiral en chef de la flotte. Il naît à Knudstorp, peu importe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Brahe, donc là en fait, c'est une fresque que l'on trouve dans une cathédrale au Danemark. À gauche, vous avez la famille Brahe, à droite, vous avez la famille des Billes, et Tycho Brahe, donc ça c'est Otto, le chef de famille. Tycho Brahe est en deuxième, puisqu'en fait c'est l'aîné des 5 enfants de Otto Brahe. Voilà. Alors, cette famille occupe une position clé parce qu'il possède notamment le château d'Elseneur, et il contrôle le trafic maritime du détroit de Sund, qui est l'étroit détroit entre donc, le Danemark et la Suède. Donc d'un côté, il y a Elseneur, image moderne à gauche, et de l'autre côté, il y a Helsingør, en Suède, qui fait face, et les deux forteresses se font face. Voilà. Alors, la jeunesse de Tycho Brahe avant ces fameuses découvertes, eh bien, rapidement, il veut déroger à sa classe qui, normalement, lui interdirait de faire des études de mathématiques pour ne faire que des études de droit et des études militaires, mais il tient ferme à faire cela, donc il va le faire en cachette. Donc, on l'envoie à l'université de Leipzig accompagné d'un précepteur, Wedel, qui est chargé de surveiller qu'il ne fait pas de l'astronomie en douce. Donc Tycho Brahe trouvera évidemment des moyens de contourner cela. Ensuite, il va aller à Wittenberg, c'est là où il se fait couper le nez à 20 ans. Ensuite, il va à Rostock, donc d'université en université. Il aime bien voyager à cette époque. Là, il apprend que son oncle Jürgen, qui était en fait son père adoptif, sauve le roi de la noyade lors d'une bataille contre le Suédois, le roi du Danemark, Frédéric II, qui va jouer après un rôle très important dans la vie de Tycho Brahe, tombe à l'eau. Jürgen Brahe, donc l'oncle de Tycho, saute à l'eau, il sauve le roi de la noyade. Le roi est jeune, il s'en sort. Jürgen est vieux, il attrape une pneumonie et il meurt. Donc évidemment, Frédéric II du Danemark va avoir une dette envers la famille Brahe. Ça va également jouer un rôle. Alors, donc, il rentre au Danemark, mais il est encore un peu jeune, et puis il y a toute sa famille un peu contre lui, puisqu'il fait des études horribles de mathématiques et d'astronomie. Donc, il décrète qu'il doit attendre sa majorité à 25 ans pour pouvoir entrer en possession de ses biens. Donc, comme il n'a pas 25 ans, il décide de repartir. Donc, il repart en Allemagne, il va à Bâle puis à Augsbourg pour rencontrer deux frères qui s'occupaient d'astronomie, qui s'appellent les frères Heinzel, et qui étaient parmi les premiers à commencer à construire des instruments gigantesques, de grande taille, des sextants, des cadrans, etc., de plus grande taille. Et Tycho a commencé effectivement à perfectionner son génie instrumental pour fabriquer ces instruments aux côtés des frères Heinzel.
Bon, enfin bref, donc il finit par rentrer au Danemark quand il a 25 ans, nous sommes en 1571, et il s'installe dans l'abbaye de l'un autre de ses oncles qui était alchimiste, l'abbaye d'Erevat. Donc là, pendant une année ou deux, il fait de la chimie, de l'alchimie, il herborise, etc. Et il regarde le ciel parce que ça l'intéresse, il connaît son ciel par cœur. Et puis voilà, 11 novembre 1572, une étoile nouvelle apparaît dans la constellation de Cassiopée. Bon, ça c'est une célèbre gravure extraite donc d'un livre bien plus tardif de Camille Flammarion. Alors donc c'est un événement inhabituel, hein, l'apparition d'une étoile qui n'est pas une planète, qui n'est pas une comète, puisque Tycho Brahe, suivant son évolution pendant des mois, va voir qu'elle ne bouge absolument pas par rapport aux autres étoiles, donc c'est un astre aussi lointain qui appartient à la sphère des fixes. Donc grand bouleversement dans la supposée immuabilité de la sphère des fixes prônée par Aristote. Donc là, ce sont deux extraits et deux cartes faites par Tycho Brahe du traité qu'il écrira, donc Stella Nova, avec ici la position donc, de cette étoile nouvelle, hein, qui va tellement marquer les esprits qu'elle se retrouvera, alors qu'elle disparaîtra au bout de 18 mois, des années plus tard, elle figurera sur les cartes du ciel, et même sur les fameux globes de Coronelli, qui datent de 150 ans plus tard, il y a toujours l'étoile nouvelle de Tycho Brahe. Voilà. Alors donc il écrit un texte fort intéressant, qui s'appelle donc « Sur une étoile nouvelle et jamais encore observée », au souvenir d'aucune époque depuis le commencement du monde, qui est apparu pour la première fois à la fin de l'année passée. Je me permets de vous lire un extrait parce qu'on voit là que tout de même le côté quand même novateur de Tycho Brahe, même si après on aura quelques réticences. Donc voilà ce qu'il écrit. L'année passée, au mois de novembre, le 11 du 10 mois, le soir après le coucher du soleil, alors qu'à mon habitude je contemplais dans le ciel serein les étoiles, je remarquai que près du zénith brillait une étoile nouvelle et inhabituelle, plus brillante que toutes les autres. Et lorsqu'il me fut assez évident, à moi qui, quasi depuis mon enfance, connais parfaitement toutes les étoiles du ciel, cette science en effet ne présente guère de difficulté, qu'en cette région du ciel, il n'y avait jamais auparavant eu d'étoile, fût-elle toute petite. Pour ne rien dire d'une étoile aussi brillante, je fus amené à un si grand étonnement devant ce spectacle que je n'ai pas rougi de douter s'il fallait ajouter foi à mes propres yeux. Mais comme j'ai constaté, après avoir indiqué la région du ciel que d'autres aussi pouvaient voir, qu'en vérité, dans cette région, une étoile apparaissait, alors je n'eus plus de doute. Il est constant, là c'est la chose importante, la première chose c'était la description, maintenant l'interprétation, il est constant pour tous les philosophes. Et la chose elle-même l'établit d'une manière évidente. Dans la région éthérée du monde céleste, c'est fixe, hein, il ne se produit aucune altération consistant en génération ou corruption. Mais le ciel et les corps éthérés qu'il contient ne croissent pas, ne diminuent pas, ne varient pas, soit en nombre, soit en grandeur, soit en lumière, soit sous n'importe quel autre rapport. Non, le ciel demeure toujours identique et semblable à lui-même sous tous les rapports, sans que les années y mordent. C'est Aristote, évidemment, hein. En outre, les observations de tous les hommes de l'art, c'est-à-dire les astronomes, dans les 1000 dernières années, attestent que toutes les étoiles ont toujours gardé le même nombre, disposition, ordre, mouvement et grandeur qu'on les voit garder à notre époque dans l'observation rigoureuse que font ceux que captive l'observation diligente des choses célestes, c'est-à-dire lui. Et jamais nous ne lisons qu'aucun homme de l'art ait observé que quelque étoile nouvelle soit apparue dans le monde céleste, sinon chez le seul Hipparque. Voilà. Et donc, il va en tirer la conclusion qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système aristotélicien. On a une étoile nouvelle, bel et bien nouvelle, qui apparaît dans les cieux. Voilà. Alors, il aimerait bien que, grâce à cela, donc il commence par donner des cours à Copenhague et il attend les faveurs du roi. Et le roi va mettre un peu de temps à se décider. Alors, en attendant, il repart en Allemagne. Donc il faut que j'accélère là. Donc il va voir Guillaume IV de Hesse-Kassel, qui était un prince passionné d'astronomie, qui avait une magnifique terrasse avec un grand observatoire. Et puis il va aller à la foire de Francfort, il va peut-être faire un voyage à Venise, on n'en est pas sûr. Il va retourner à Bâle. Et enfin, le roi Frédéric II du Danemark l'appelle pour revenir au royaume et lui offrir une île. C'est l'île de Ven que vous voyez, qui en fait en latin c'est Venusia, l'île de Vénus, qui est donc dans le détroit de Sund. Entre le Danemark et la Suède. Donc il va lui octroyer cette île entière
avec une somme phénoménale, une bourse phénoménale, dépassant de loin tout ce que les autres grands du royaume peuvent recevoir, pour y bâtir un fabuleux palais, un observatoire, qui va devenir Uraniborg. Et en même temps, il le nomme chanoine, il n'exercera jamais évidemment ses fonctions ecclésiastiques, de la cathédrale de Roskilde, cette petite ville que vous voyez là. Ce n'est pas sans intérêt parce que Roskilde, c'est la cathédrale où sont enterrés les rois du Danemark et où sont couronnés les nouveaux rois. Donc il va avoir la charge de maintenir cette cathédrale. Voilà. Donc voici cette île de Hven. Alors là, je vous montre une série d'images bien connues qui sont extraites donc d'un atlas plus tardif. Lorsque Tycho Brahe, je vais vous le raconter bientôt, quittera Uraniborg, il fera un magnifique livre avec des planches en couleur montrant un petit peu tout ce qui s'est passé là-bas. Donc voici l'île de Venusia. Voici cet extraordinaire palais Uraniborg, donc le palais d'Uranie, un palais baroque à la manière des villas italiennes de Palladio avec différents étages. Donc on a des plans très très précis de ça. Je n'ai pas le temps évidemment de vous les montrer, mais il faut savoir que c'était la demeure de l'époque la plus confortable de tout. Les rois et les princes qui venaient le visiter étaient jaloux, notamment il y avait l'eau courante. Ce que, évidemment, les rois n'avaient pas dans leur palais. Ça, c'est une tentative de représentation picturale un peu plus tardive. Donc, en fait, un magnifique palais. Évidemment, les terrasses servaient de terrasses d'observation astronomique. Alors, Tycho Brahe, vous l'avez compris, peut-être je ne vous l'ai pas dit, mais il était mégalomane aussi. Hein. Il avait du génie, mais il était très mégalomane. Donc, il se fait représenter en portrait de partout. Il y a des fresques dans toute là. Alors, notamment, voici quelques-unes des fresques qu'on trouvait à Uraniborg. Et celle de droite est intéressante, puisqu'on voit comment Tycho Brahe procédait. Il fait une observation sur la hauteur du Soleil, observée à travers cette fente. Donc, ça, c'est une observation de jour. Il dicte donc les coordonnées à ses assistants, et puis il y a un autre assistant qui mesure le temps précis, et c'est comme ça qu'il accumule donc des données astronomiques d'une précision sans précédent grâce au gigantisme de ces instruments et donc ce cadran géant qui faisait 1,90 m de rayon. Voilà, et donc avec des graduations extrêmement fines. Alors, pendant les 25 années ou 30 années qu'il va passer sur l'île de Venusia, il va s'entourer d'un grand nombre d'assistants qui seront plus ou moins souvent d'ailleurs ses esclaves. Alors, il y aura sa sœur, Sophie Brahe, il y aura un astronome Longomontanus assez important, puisqu'il deviendra un jour le mathématicien impérial, le mathématicien royal de Frédéric IV. Il y aura William Blaeu, qui est l'auteur en fait du merveilleux atlas que je vous ai montré. Et puis il y aura deux personnages qui s'appellent Paul Wittich et Ursus, qui en fait sont deux astronomes excentriques et novateurs, puisque c'est eux qui proposent pour la première fois un nouveau système du monde, qui n'est pas celui de Ptolémée, qui n'est pas celui de Copernic, qui est un système bâtard intermédiaire entre les deux, qu'on appelle le système géo-héliocentrique, c'est-à-dire la Terre reste au centre de l'univers, le Soleil tourne autour, mais les planètes tournent autour du Soleil. C'est un compromis. Et Tycho Brahe va emprunter ce système à Wittich et à Ursus, et va s'acharner le restant de sa vie à dire que c'est lui qui l'a inventé. Et il va s'acharner notamment sur le pauvre Ursus, qui un jour perdra sa charge de mathématicien impérial sous les calomnies de Tycho Brahe, et il en mourra de chagrin. Donc vous voyez un petit peu le personnage de Tycho Brahe, parfois un peu contestable. Quelques planches extraordinaires de ces instruments, un grand globe céleste, des armilles équatoriales, un second observatoire qu'il fait bâtir quelques années plus tard, Tchernoborg, le palais des étoiles, dans lequel il va avoir l'idée d'enterrer ses instruments à cause du mauvais temps. Donc il y a des coupoles qui s'ouvrent et qui se ferment, et tout ça, l'hiver, on peut communiquer par un tunnel avec le palais principal. Donc voici les planches de quelques-uns des instruments qu'il utilisait. Alors évidemment, ce ne sont que des instruments de visée, puisqu'on est bien avant 1610, à l'utilisation de la lunette par Galilée. Deuxième événement astronomique majeur dans la vie de Tycho Brahe, c'est l'apparition d'une comète en 1577 qui frappe les esprits, car cette comète est visible très largement en Europe. Donc à cette époque, on ignore tout des comètes. On interprète ça comme des présages défavorables, on a peur. Tycho Brahe fait des dessins, vous voyez des dessins issus de ses manuscrits, mais surtout il étudie la trajectoire de la comète et il montre quelque part que la comète ne peut pas être un phénomène atmosphérique purement météorologique comme le prétendait Aristote, que la comète vient de très loin et qu'elle s'approche près de la Terre et qu'elle repart. Ah oui, mais alors là il y a un problème. Parce que chez Aristote, les planètes étaient censées être accrochées à des sphères cristallines.
c'est-à-dire les orbes circulaires des planètes, étaient solides, du cristal, transparent évidemment pour qu'on puisse voir au travers. Mais alors la comète, comment faisait-elle pour traverser ces orbes cristallines? Deuxième faille dans l'édifice aristotélicien, à cause donc de cette comète interprétée par Tycho Brahe. Et donc Tycho Brahe va travailler des années sur ce fameux système du monde géo-héliocentrique où, comme je vous l'ai dit, la Terre est au centre, tourne autour de la Terre la Lune, le Soleil et la sphère des fixes. Et les autres planètes tournent autour du Soleil. C'est un compromis bâtard entre Ptolémée, qu'il ne veut pas parce qu'il sent bien que c'est obsolète, ça ne marche pas pour expliquer les observations, et Copernic, il refuse Copernic. Voilà. Ce système-là marche plutôt bien quand on fait les calculs. Et en fait, ça va être le système dominant de l'époque. Et même encore au XVIIe siècle, on discutera des vertus comparées du système de Copernic et du système de Tycho Brahe. On en arrive enfin à Johann Kepler. Alors rassurez-vous, je ne vous raconte pas toute la vie de Johann Kepler, je vais m'arrêter en fait à la première partie de la vie de Kepler, au cours de laquelle il a côtoyé Tycho Brahe jusqu'à la mort de Tycho Brahe, puisqu'après c'est un autre roman, c'est une autre aventure et c'est la véritable astronomie nouvelle qui se fait. Voilà. Donc vous voyez que Kepler naît en 1571. Alors lui, c'est l'opposé complet de Tycho Brahe, qui lui était un prince né dans la fortune, etc. Johann Kepler, vous le savez, il est né dans la misère la plus totale, dans une auberge misérable du sud de l'Allemagne. Sa mère tenait cette auberge, son père était un mercenaire qui était toujours dans les batailles, et quand il revenait, il frappait sa femme et ses enfants, et il faisait de nouveaux enfants, etc. Enfin bref, en plus, il est né souffreteux, il a failli mourir parce qu'il est né prématurément à l'âge de 7 mois, il a eu la petite vérole, donc il a porté toute sa vie des gants pour cacher ses mains complètement déformées, il était totalement myope, avec un strabisme très fort, donc vous pensez pour un astronome c'est vraiment génial, hein, voilà. Mais au moins, il a la chance en fait de vivre dans le Grand-Duché, où le prince de l'époque décide de donner l'éducation gratuite à tous, en tout cas aux plus méritants. Donc il a la possibilité d'aller au collège. Donc bref, il est né dans une petite ville qui s'appelle Weiderstadt, je vous invite à aller la visiter. Il n'y a plus grand-chose, mais au moins il y a la maison natale de Kepler. Ensuite, il déménage dans une ville voisine qui s'appelle Leonberg, et c'est là que sa mère l'amène sur une colline pour voir la comète de 1577. Il n'a que 6 ans. Tandis que là-haut, au Danemark, Tycho Brahe, le grand, l'empereur des étoiles, est en train de faire ses observations avec ses grands instruments. Jamais, vous pouvez imaginer qu'ils se rencontreront un jour pour transformer l'histoire de l'astronomie. Donc il va suivre des études au collège de Maulbronn d'abord, et puis à l'université de Tübingen, la plus importante université réformée. Et ça, c'est très important. Donc il brille immédiatement par un génie extraordinaire en tout domaine, Kepler. Voilà. Il possède parfaitement le latin, le grec, la rhétorique, absolument toutes les disciplines. C'est un mathématicien de génie, un géomètre de génie, et il veut devenir pasteur et théologien parce que dans sa jeunesse, il n'y a que ça qui l'intéresse. Voilà. Alors, il rencontre décisive, c'est ce Michael Mestlan dont je vous ai déjà parlé, qui est professeur d'astronomie et de mathématiques à l'université de Tübingen. Officiellement, il enseigne Ptolémée, car Copernic est interdit, mais il choisit les meilleurs de ses étudiants et en douce, il les amène chez eux le soir et il leur enseigne Copernic. Et c'est comme ça que le jeune Kepler apprend la doctrine de Copernic et il va rapidement comprendre que c'est beaucoup mieux que Ptolémée et mieux que Tycho Brahe et que donc il va devenir très rapidement copernicien convaincu. Voilà. Je vais vous le dire très bientôt. À l'âge de 25 ans, il est nommé professeur de mathématiques à Graz, en Autriche. Et puis, donc ça c'est en 1595. Kepler connaîtra toute sa vie, non pas les persécutions directes qu'a pu connaître Galilée, mais il va être en balance constamment entre les pays catholiques et les pays réformés, et à cette époque, ça change tout le temps. Il y a un traité qui s'appelle le traité d'Augsbourg, qui a décrété que les princes, les ducs, etc., des différentes provinces, des différents petits royaumes et duchés du Saint-Empire romain germanique pouvaient choisir indifféremment. Soit ils étaient papistes ou ils étaient protestants. Et tout le monde devait suivre. Alors quand un prince successeur changeait, alors soit ceux qui suivaient, ben d'accord, mais ceux qui ne voulaient pas suivre, ceux qui voulaient rester fidèles à leur religion, ils étaient obligés de partir. C'est ce qui est arrivé maintes fois à Kepler, qui, allant en pays catholique, des fois, on lui demandait de se convertir au catholicisme, et il ne voulait absolument pas renier ses convictions religieuses. Donc, bon, bref, donc, il ira en différents endroits, surtout à Prague, comme je vais vous le dire, là où il rencontrera
Tycho Brahe et puis à Sagan. Alors bref, 1596, la première grande œuvre de Johann Kepler. Il raconte lui-même, parce que ce qui est merveilleux avec Kepler, c'est qu'il a tout écrit. C'est-à-dire, dans ses ouvrages scientifiques, il raconte également le cheminement de sa pensée, les erreurs qu'il a faites, les doutes qu'il a eus et les victoires finalement de ses batailles contre le ciel. Donc il raconte notamment qu'une après-midi d'été, devant une poignée d'étudiants endormis, il fait un cours de mathématiques, il commence à tracer deux cercles et puis des triangles équilatéraux, et puis il s'aperçoit que voilà, le cercle inscrit a un rapport de rayon intéressant avec le cercle circonscrit, et ça lui rappelle un rapport entre les orbites planétaires. Alors il se dit, tiens, je vais essayer finalement d'expliquer, parce que lui, ce qui le taraude dans son esprit, quelque chose d'inexpliqué à l'époque, c'est la distribution des planètes autour du Soleil. Pas l'ordre, on le connaît, mais le rapport de distance, le rapport des orbites. Il n'y a aucune explication physique là derrière. Et Kepler croit trouver la solution. Il a une illumination. Il utilise les 5 solides platoniciens, les fameux 5 polyèdres réguliers, dont j'ai pu vous parler par ailleurs quand je vous parlais de topologie de l'univers, parce que ce sont des figures éternelles, dans lesquelles il découvre qu'il y a une façon unique d'emboîter les 5 polyèdres réguliers les uns dans les autres, et quand on calcule après les rayons des cercles inscrits et circonscrits, on reproduit à peu près ce que l'on croyait être la distribution des orbites planétaires. Donc il attribue à chaque planète une architecture symbolique, l'un de ces polyèdres-là, et à une organisation donc unique. Et donc voilà, il a un modèle qui prédit les rapports de distance entre les orbites planétaires. Alors vous voyez, comparé aux distances réelles mesurées aujourd'hui, qu'il y a un accord pas trop mauvais pour Vénus, la Terre et Mars, puis après ça commence à clocher un petit peu. Comme vous allez le voir, l'une des grandes forces de Kepler, ce sera plus tard de reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il faut modifier le système lorsqu'il aura des observations plus précises, qui sont justement celles de Tycho Brahe. Il écrit son premier ouvrage, donc, il y a 25 ans, Le mystère cosmographique, qui peut être traduit également par Le secret du monde. C'est dire la façon dont ce qu'il pensait. Il pensait réellement avoir découvert la pensée de Dieu, la façon dont Dieu avait été l'architecte du système solaire, et dans lequel donc, il présente ce fameux modèle de coupe cosmique, qu'il est d'ailleurs allé présenter au grand-duc de Wurtemberg pour essayer de lui faire une maquette en pierre précieuse, qui aurait été également un distributeur de boissons. Donc, ce que l'on ignore, c'est qu'en fait, Kepler est également l'inventeur du premier distributeur automatique de boissons, même si son projet n'a jamais vu le jour. Il avait prévu réellement de faire ça avec des robinets. Chaque coupelle aurait contenu des nectars différents, associés évidemment aux harmonies planétaires. Et puis, comme il n'avait pas de sous, il a fait un modèle en carton, et vous imaginez ce qui s'est passé quand il a mis les liquides dedans. Donc, le truc ne s'est jamais fait. Voilà. À cette époque, il se marie un peu de force avec Barbara Müller. Ça a été son premier mariage en 1597, qui avait 24 ans, mais qui était déjà 2 fois veuve. Leur relation ne sera pas terrible. Ils vont avoir pas mal d'enfants, dont la plupart vont mourir en bas âge. Ça arrivait malheureusement souvent à cette époque, et à chaque fois, évidemment, ça plongera Kepler dans le désarroi. On s'approche de la fin, rassurez-vous. Revenons maintenant un instant à ce qui se passe au Danemark. Le protecteur de Tycho Brahe, Frédéric II du Danemark, meurt, comme tout un chacun, de vieillesse, en 1588. Et son fils, Christian IV, il est tout jeune, donc il doit attendre sa majorité pour régner. Donc il atteint sa majorité en 1596. Pendant ce temps, d'une certaine façon, l'empereur du Danemark, c'est Tycho. C'est lui qui bouffe toutes les finances du royaume, avec effectivement son train de vie extraordinairement dispendieux, parce que non seulement il a son palais fabuleux, mais il invite les rois et les princes, il fait des banquets absolument invraisemblables, comme un véritable monarque. Il a un nain à ses pieds qui fait des sarcasmes tout le temps, il a des élans qui se baladent dans le palais, enfin un truc absolument hallucinant. Alors, même si Tycho Brahe a reçu le jeune Christian avant qu'il ne soit roi dans son palais du Raniborg pour le faire visiter, et lui a fait son horoscope que vous voyez en bas, il a un peu humilié le jeune roi en lui faisant comprendre qu'il est moins important que lui-même. Voilà. Et le roi va un peu s'en souvenir, surtout que tous les ministres et les conseillers, les chambellans sont jaloux de Tycho Brahe, et ils vont peu à peu, au cours des années, miner la réputation de Tycho Brahe auprès du roi. Et ce qui va demander l'un des événements déclencheurs, c'est qu'en fait, comme il est censé administrer la cathédrale de Roskilde, où sont enterrés les rois et où sont couronnés les nouveaux rois,
eh bien, il la laisse tomber complètement en désuétude. C'est plein de toiles d'araignées, il y a des blocs de pierre qui tombent parce qu'il ne s'en occupe pas. Alors, ça ne fait pas très bon effet lorsque le roi Frédéric II meurt et qu'on l'enterre dans une cathédrale délabrée. Alors, on lui fait remarquer quand même, vous pourriez vous occuper un peu de la cathédrale. Et puis, quelques années plus tard, pareil pour le couronnement de Christian IV, toujours dans une cathédrale toujours plus délabrée. Donc, tout ça, ça fait un peu déborder le vase. Et on fait comprendre à Tycho Brahe qu'on ne peut pas continuer à lui donner autant d'argent pour mener ce train de vie trop dispendieux. Voilà. Et Tycho Brahe, qui est un personnage incroyablement fier, il refuse d'accepter une diminution de son salaire et il part en grande pompe d'Uraniborg. Il va quitter définitivement son île, son palais, en embarquant sur une gigantesque caravane quelques-uns de ses instruments, mais pas tous, parce qu'ils sont trop grands, sa bibliothèque, ses livres. Il va errer 2 années en Europe en cherchant de nouveaux protecteurs. Il s'arrête en 1597 chez le comte Rantzau, à Wandsbek, c'est près de Hambourg, et c'est là qu'il va rédiger ce fameux ouvrage là, Mechanica, dont sont extraites les magnifiques planches astronomiques décrivant totalement Uraniborg. C'est bien voilà, il fallait au moins Uraniborg reste dans la mémoire des hommes, parce que ce qu'il y a de pitoyable dans cette histoire, c'est que ce fabuleux palais, en quelques mois, suivant le départ de Tycho, va être quasiment rasé. Il ne restera plus rien au bout de quelques années seulement. Tous les paysans de l'île vont aller chercher les pierres pour fabriquer leurs petits murets de jardin, et les héritiers de Tycho vont s'emparer de toutes les choses précieuses, et donc, voilà, Uraniborg va disparaître. Il finit par trouver le plus grand des mécènes. Le plus grand des mécènes, c'est Rodolphe de Habsbourg, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, le fameux empereur peint par Arcimboldo, empereur qui avait à sa cour des peintres, des mages, des artistes, des musiciens, des astrologues, etc. Un empereur mélancolique et saturnien tout à fait extraordinaire. Donc ça, c'est le fameux portrait Vertumnis, ça s'appelle, de Rodolphe par Arcimboldo. Voilà. Donc, on est à Prague maintenant. Alors, Prague, c'est la ville la plus fascinante de cette époque. Vivent des personnages étranges. Il y a par exemple Gesenius, qui est un grand médecin qui avait connu Tycho Brahe plus jeune et qui est devenu le recteur de l'université de médecine de Prague et qui est le premier dans l'histoire, après les anciens Grecs, à faire des dissections en public devant notamment Tycho Brahe et l'empereur Rodolphe. Plus tard, notamment, il disséquera un œil humain et c'est grâce à ça que Kepler comprendra non seulement le fonctionnement de l'œil, cristallin, rétine, etc., mais également donc le fonctionnement des lentilles et donc le fonctionnement de la lunette de Galilée. Donc c'est d'une certaine façon grâce aux travaux de Gesenius qu'on comprendra les observations de Galilée, mais ça c'est pour une autre histoire. Il y a aussi notamment un quartier juif très important, tout un climat de mystère et de magie qui règne à Prague, et le fameux Rabbi Lev, dont on trouve toujours la tombe dans l'extraordinaire jardin cimetière juif de Prague. Le Rabbi Lev, c'est le fameux rabbin qui aurait fait le golem, cette grande statue d'argile fascinante. Voilà. Donc vous voyez ce climat un petit peu de superstition qui règne à Prague. Ça, c'est un tableau qui montre comment l'empereur Rodolphe, qui voue une admiration sans borne à Tycho Brahe, suit effectivement des leçons d'astronomie de Tycho Brahe, surtout des leçons d'astrologie. Et comme ils sont tous les deux, lui, Rodolphe est d'un tempérament mélancolique et saturnien, et Tycho Brahe, à mesure que le temps avance, il devient de plus en plus désabusé, et il sert à Rodolphe des horoscopes de plus en plus pessimistes, et Rodolphe est très content d'avoir des horoscopes absolument catastrophiques, comme ça. Voilà. Alors tout d'abord, il ne s'installe pas à Prague, il avait un tel charisme, Tycho Brahe, et un tel pouvoir de persuasion qu'il obtient de Rodolphe un palais à une trentaine de kilomètres de Prague, qui s'appelle le Benátky, où il s'installe en 1599. Il reste aujourd'hui pas grand-chose de ce palais. Voici quelques photos modernes. Il veut essayer d'y faire un nouvel Uraniborg. Oui, mais voilà, les ministres de Rodolphe sont très très tatillons et ils n'accorderont jamais à Tycho Brahe les sommes qu'il demande, même si l'empereur signe, ils ne le font pas. Donc il n'aura pas assez de sous pour réellement construire son observatoire à Benátky. Cela dit, Benátky joue un rôle important parce que c'est là qu'il va faire revenir Kepler. Et c'est là que commence la discorde céleste, que je raconte donc notamment
notamment ce deuxième volume-là, ce sont les 18 mois de rencontre entre Kepler et Tycho Brahe. Donc ces deux personnages, l'un c'est un lion rugissant, un colosse énorme qui se prend pour l'empereur du monde, qui considère que tout le monde est ses domestique, et puis il y a le Kepler, malingre, fiévreux, misérable, etc., qui arrive quasiment en haillon, mais qui sait que c'est lui qui a le génie. Et Tycho le fait venir parce qu'il a lu le mystère cosmographique, et il comprend que si un bonhomme sur Terre, capable éventuellement de démontrer la justesse de son système à lui, le système de Tycho Brahe, ça ne peut être que Kepler. Donc il appelle Kepler et lui dit « Mon petit bonhomme, tu vas travailler sur mes données observationnelles, que je vais quand même te donner au compte-gouttes, parce que j'ai quand même travaillé 35 ans dessus, je ne vais pas te donner ça tout de suite. Tu vas commencer à travailler sur Mars, et puis tu me prouveras la véracité de mon système. » Kepler, renard, je n'ai besoin que d'une chose, le trésor de Tycho Brahe. Pourquoi ? Pour démontrer Copernic. Donc vous imaginez ce qui va se passer, dispute, discorde, réconciliation, tout un ensemble de choses. Alors malgré tout, il y a la statue des deux, de ces deux personnages. Alors voici, c'est ça le trésor de Tycho Brahe. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de pages avec des coordonnées célestes sur les planètes, les étoiles, etc. etc. J'ai eu la chance d'avoir en main quelques-uns de ces feuillets originaux lorsque j'ai été commissaire de l'exposition Figures du ciel, ouverture de la Bibliothèque nationale en 1999, où j'avais fait venir du Danemark quelques-uns de ces feuillets tout à fait extraordinaires, écrits donc de la main de Tycho Brahe. 36 années, 36 années d'observation assidue, parce que s'il mangeait, il buvait pendant la journée, le soir, quand il faisait beau, il faisait en fait assez beau à Uraniborg, un microclimat, il faisait des observations astronomiques. Donc une masse énorme d'observations, mais Tycho Brahe, il était un peu brouillon, il ne savait pas les mettre en forme. Il faut mettre des observations en forme pour en tirer quelque chose. C'est toujours vrai aujourd'hui, bien entendu. Voilà. Alors finalement, il abandonne Benátky et il vient à Prague et il s'installe près du château. Donc c'est le fameux château de Prague, si vous avez visité Prague. Et il s'installe dans un palais que je suis allé voir, qui est aujourd'hui transformé en un hôtel de luxe, qui s'appelait à l'époque le Palais Curtius, où on a accès directement, en montant des escaliers, on monte sur les terrasses et on accède directement aux appartements de l'empereur à partir du Palais Curtius, parce que à toute heure du jour et de la nuit, Rodolphe appelait Tycho Brahe pour lui faire des prédictions astrales. Et je ne peux pas tout raconter, évidemment, du roman. Tycho Brahe meurt le 24 octobre 1601 dans des circonstances assez particulière. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, notamment après avoir beaucoup bu plus que de raison. Et voilà donc la pierre tombale. Il est enterré dans une grande église, Saint-Jean-de-Thine, à Prague. Il a eu des funérailles solennelles. Et il y a deux choses. La devise qui est en haut, marquée donc, de sa pierre tombale, c'est l'un des innombrables vers écrits par Tycho Brahe. Je ne vous l'ai pas dit, mais Tycho Brahe se piquait de poésie. Il a écrit autant de poésie que d'astronomie. Évidemment, ce n'est pas tout à fait au même niveau que l'astronomie, la poésie de Tycho Brahe. Mais bon, là, voilà, ni puissance, ni richesse, seul demeure le sceptre du savoir. C'est un peu emphatique et grandiloquent, mais c'était Tycho Brahe. En revanche, il a dit une phrase avant de mourir. Celle-là, elle est très forte, elle est très profonde. Kepler était là lorsque Tycho Brahe meurt, et sur son lit de mort, Tycho Brahe appelle Kepler, et d'une certaine façon, pour la première fois de sa vie, il se met à douter. Est-ce que mes observations serviront à quelque chose ? Et donc il dit, avant de mourir, ne frustra vexis evidea, au moins que je n'ai pas vécu en vain. C'est-à-dire que toutes ces observations que j'ai accumulées, au moins toi, Johann Kepler, prends-les et fais-en quelque chose. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit, mais on peut imaginer. Même si ce n'est pas mon système que tu démontres finalement, parce que je sais que tu es copernicien, que tu étais toujours opposé à moi sur ce plan-là, au moins fais quelque chose de ces observations. Et c'est effectivement ce que va faire Kepler. Alors Kepler, du vivant de Tycho Brahe, au cours de nombreuses disputes, s'était targué de résoudre le problème de la capricieuse orbite de Mars en 8 jours. Il mettra 8 ans, après la mort de Tycho Brahe. D'abord, il va lui subtiliser l'ensemble de ses observations, dont il n'a vu jusqu'à présent que quelques miettes. Il va subtiliser à la barbe des héritiers et des fils de Tycho Brahe, et il va en faire un chef-d'œuvre qui s'appelle l'astronomie nouvelle. Et à partir de ces données de Tycho Brahe, il découvrira que l'orbite de Mars,
qui posait tant de problèmes, ben, ce n'est pas un cercle ni une composition de cercles, c'est une ellipse. Donc c'est la première grande loi de Kepler qui fonde l'astronomie nouvelle. Donc voilà, donc pour conclure, parce que je vais m'arrêter donc là, puisqu'après c'est une toute autre histoire qui commence, la deuxième partie de la vie de Kepler, avec les découvertes extraordinaires qu'il va faire, et puis sa fin tout à fait émouvante et dramatique, et puis évidemment contemporain de Galilée. Là, je vous montre en fait une signature autographe de Tycho Brahe, juste pour l'émotion. Il a écrit ça quelques jours avant sa mort, avec sa grande signature, et donc à la mort de Tycho Brahe, Kepler est effectivement nommé à la succession de Tycho Brahe comme mathématicus impérial de l'empereur Rodolphe. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il va travailler d'arrache-pied sur les données de Mars pour accoucher en 1609, même si l'ouvrage est prêt avant, mais il aura beaucoup de mal à trouver de l'argent pour le publier, de cet ouvrage monumental qui s'appelle l'Astronomie nouvelle, et qui contient les 2 premières lois de Kepler, étant entendu que la troisième, le rapport harmonique, A3 sur T2 égale constante, ne sera découverte qu'en 1618, beaucoup plus tard, donc dans l'harmonie du monde. Il faut savoir que Kepler, donc ça c'est une histoire que je vous raconterai éventuellement l'année prochaine, puisque je suis en train donc de terminer le 3e volume, qui est la suite, et qui s'appelle L'œil de Galilée. L'œil de Galilée, c'est Kepler. Parce que c'est Kepler qui est le seul à avoir compris à cette époque le fonctionnement de la lunette de Galilée. Quand Galilée faisait ses démonstrations, pointait la lunette vers le ciel pour montrer les cratères de la Lune, satellite de Jupiter, ses détracteurs lui disaient « Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas des illusions d'optique? Expliquez-moi le fonctionnement des lentilles. » Galilée ne savait pas. C'est Kepler qui le savait. Voilà. Donc l'œil de Galilée, c'est Kepler. Juste un mot pour finir. Avant de publier l'Astronomie nouvelle, Kepler, qui foisonnait, bouillonnait d'imagination créatrice, a fait plein de choses tout à fait extraordinaires. Il a eu d'abord la chance qu'en 1604 apparaisse également une étoile nouvelle. C'est extraordinaire. Nous, on n'en a plus eu depuis 1604 dans notre galaxie. Ce qu'on appelle aujourd'hui les supernovas, c'est des choses assez rares. Il y a en moyenne une par galaxie. Puis dans la nôtre, comme c'est caché par des bandes poussiéreuses obscures, on n'en a plus vu depuis 4 siècles. Voilà. Et là, à 30 ans d'intervalle, il y en a eu 2 coup sur coup. Tycho Brahe et Kepler, observés par les 2 plus grands astronomes de l'époque. Donc voilà, cette supernova apparue dans le Serpentaire. Il va en profiter pour refaire la chronologie du Christ, c'est-à-dire de lier l'apparition d'étoiles anciennes à la naissance du Christ, et il va écrire au pape et écrire quelque chose disant que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 1, il est né en moins 5. Voilà. Et puis notamment, il va aussi de temps en temps dans ses loisirs, il va réfléchir sur les cristaux de neige, il va découvrir les structures en polyèdres étoilés des cristaux de neige. Donc il fonde la cristallographie et il pose par la même occasion un problème mathématique qui est le fameux problème de l'empilement des sphères, qui est un problème mathématique qui ne sera résolu qu'il y a seulement quelques années par des très puissants ordinateurs, montrant qu'effectivement Kepler avait fait la bonne conjecture, puisque c'était une conjecture, que dans le meilleur empilement de sphères, c'était ce qui est utilisé sur les étals des marchands de fruits pour mettre des oranges, empiler des oranges. Voilà, c'est le génie de Kepler. Et donc je conclurai, voilà, avec cette astronomie nouvelle, où donc on a notamment donc ces 2 lois. Première loi, c'est la nature elliptique des trajectoires planétaires. Ce qui fait, c'est qu'il a donc des années et des années de registres d'observation sur la position de Mars. Donc s'il suppose, donc, dans ce livre énorme, épais, etc., il raconte toutes ces erreurs, tous ces fourvoiements, etc., etc. Il y a des 900 pages de calcul, à chaque fois qu'il se trompe, il recommence, et il dit à un moment qu'il a recommencé 70 fois son travail, à zéro. Voilà, ce côté perfectionniste. Donc par exemple, il prend 3 points observés de Mars, 3 points suffisent pour définir un cercle. Donc il définit le cercle martien avec ces 3 points, si on est dans le système géocentrique à orbite circulaire. Non, pas géocentrique, il est héliocentrique, si on est sur une orbite circulaire. Et puis s'il prend une 4e donnée et qu'il essaie de la mettre sur le cercle, ça ne marche pas. Et à chaque fois qu'il prend 3 données différentes, les cercles ne sont jamais au même endroit. Donc ce n'est pas un cercle. Alors il soupçonne l'œuf, image mythique, l'ovale, et il finit par trouver l'ellipse. Et puis en même temps, il découvrira la fameuse loi des airs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé beaucoup, et puis l'heure du match approche. Voilà. Donc l'histoire se poursuivra avec donc l'œil de Galilée. Et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps.
juste une petite conclusion lyrique avant éventuellement quelques questions. Donc, ce que j'essaie de faire dans cette série romanesque, Les Bâtisseurs du ciel, c'est un hymne à la science, au plaisir et à l'hardiesse d'esprit. Parce que c'est à ces hommes extraordinaires dont je viens de vous parler, et puis ceux qui suivront, les Galilée, Descartes, Newton, que nous devons finalement la première image d'un monde, d'un univers qui est encore le nôtre aujourd'hui, même si évidemment on a fait quelques perfectionnements. Ce qu'il faut retenir, c'est la nouvelle image d'un univers qui est certes démesuré par rapport à l'univers des anciens, mais surtout qui est mesurable par l'intelligence et l'imagination créatrice, et Kepler est le meilleur exemple de cela. Merci beaucoup, merci pour ce formidable récit très fouillé. Alors je vous avoue qu'il est un peu tard, mais on peut quand même prendre quelques questions. Oui, c'est un peu une question hors du sujet, mais vous avez évoqué le personnage de Giordano Bruno. Et à Rome, une statue semble défier le Vatican de Giordano, quoi. Oui. Est-ce que vous savez comment cette statue a pu survivre au fascisme en Italie? Comment la statue a survécu à Au fascisme en Italie. Non, je ne le sais pas. C'est la statue qui est place des Fleurs. Ah, c'est la place des Fleurs sur laquelle il a été brûlé. Vous semblez plus au courant que moi, je ne vois pas a priori pourquoi le fascisme aurait été réactionnaire sur ce plan-là, sur le plan des doctrines scientifiques. Je ne pense pas que c'était la même chose que le nazisme, où l'on sait qu'effectivement Hitler avait un astrologue personnel qui s'appelait Orbiger, qui avait des vues totalement délirantes sur l'organisation de l'univers, avec notamment des histoires de terre concave. Je ne crois pas que ça ait été du tout le cas de Mussolini, donc je ne vois pas a priori pourquoi on aurait déboulonné la statue d'un révolutionnaire italien, Bruno, pour des idées politiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu les révisions des procès de Galilée, quelques amendements portés effectivement aux documents de l'époque, un peu de mea culpa, mais pas trop, de la part du Vatican, mais rien sur Giordano Bruno. Alors lui, il a quand même été brûlé, et pas juste mis en résidence comme Galilée. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur une réhabilitation, si tant est que ça puisse se faire, de ce génie novateur qu'a été Giordano Bruno, même si ce n'était pas un génie dans le même domaine, ce n'était pas un astronome et un mathématicien, mais un philosophe. Alors, une deuxième et dernière question. Concernant Kepler, vous avez dit qu'il s'intéressait aux solides platoniciens avec les sphères, les tétraèdres, etc. Mais pour évaluer la répartition des planètes ici. Pardon, Jean-Pierre. Mais il ne connaissait pas la loi de Titus Bode à l'époque, qui donne une forme empirique, une formule empirique pour la répartition des planètes, ou c'est plus tard? Bien entendu, c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle. C'est plus tard, d'accord. Oui, c'est au XVIIIe siècle. D'accord, bon. Merci. Écoutez, je vous propose de remercier très chaleureusement Jean-Pierre Luminet. Je vous souhaite un bon été.